Alors, bonjour et bienvenue. Non, c'est parti. Mon nom est Sylvana Côté, je suis chercheur INSERM à l'unité 12-19 et chaire IDEX à l'Université de Bordeaux. Ce colloque porte sur comment assurer la santé, la sécurité et la prospérité de la prochaine génération. Les 4 conférenciers vont nous parler de leur recherche qui représentent des opportunités d'intervenir à la petite enfance et de favoriser le développement humain. Alors, sur le programme, nous avons d'abord, je vais vous faire une petite mise en contexte du colloque. Je vais ensuite inviter Mme Brigitte Collet de la mairie de Bordeaux de venir dire quelques mots. Et professeur Pierre Dos Santos, vice-président de l'université, nous fait l'honneur d'être avec nous pour dire également quelques mots d'ouverture. Et ensuite, on enchaîne avec nos conférenciers. Malheureusement, le professeur Yann Algar de Sciences Po à Paris ne peut pas se joindre à nous. Il a eu la mauvaise idée de prendre un vol Paris-Bordeaux au lieu de prendre le train, en pensant que ça allait être plus rapide. Et puis voilà, les vols étant ce qu'ils sont aujourd'hui, son avion n'a pas pu décoller. Donc, le contexte international. Alors, deux mises en contexte. Le premier, c'est le contexte international scientifique et le deuxième, c'est le contexte plus local bordelais de la région. Alors, il existe ce que je pourrais appeler un consensus, mais je l'ai mis entre guillemets parce que, en fait, l'évidence à l'effet que les interventions à la petite enfance sont efficaces demeure quand même assez mince. Mais tout de même, il y a un consensus au sein des sociétés que l'éducation à la petite enfance peut favoriser le développement des humains d'une façon générale, augmenter les revenus, réduire les inégalités, et c'est soutenu en outre très fortement par les travaux de James Heckman, qui est prix Nobel en économie, et par plusieurs études expérimentales. Et en effet, les sociétés les plus riches et les plus égalitaires investissent massivement dans les services à la petite enfance. Il y a toutefois 3 défis très importants qui nous attendent. Le premier, c'est que les inégalités sociales, c'est-à-dire les différences entre les riches et les mieux nantis, restent fortes même dans les pays qui investissent massivement dans la petite enfance. Le deuxième défi, c'est que les familles les plus vulnérables sont celles qui bénéficient le moins des services à la petite enfance parce qu'elles sont celles qui les utilisent les moins. C'est un défi de grande taille. Et le troisième défi, c'est que quand même les populations vulnérables demeurent très surreprésentées parmi les gens qui ont des problèmes sanitaires importants, comme le décrochage scolaire, la maladie physique, la maladie mentale, le chômage et la criminalité. Donc, on a là une population qui est petite parfois, mais extrêmement vulnérable. Les questions de recherche que ce symposium sur lequel il porte sont, par exemple, quels sont les programmes efficaces pour aider les familles vulnérables, et professeur Orla Doyle va nous donner un exemple d'un programme récent qui vient de se terminer, qui vise à soutenir les familles vulnérables et qui montre des effets très positifs. Comment créer des liens de confiance entre les individus qui permettront de mettre en place des bons programmes? Comment gérer les échecs de ces programmes? C'est ce dont le professeur Daniel Negen va nous parler. Le contexte bordelais, c'est la chaire IDEX que l'on m'a octroyée pour créer une équipe. L'équipe est ici aujourd'hui, ils sont 12 doctorants, postdoctorants venus des 4 coins du monde, de disciplines variées, de la sociologie à la psychiatrie, en passant par l'éducation, la sociologie. Ils sont ici pour faire les travaux dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Et donc, cette équipe est en place ici à Bordeaux, prête à faire ce qui peut être fait dans la région et est soutenue par l'INSERM, l'IDEX et l'Université de Bordeaux. Voilà, alors maintenant j'ai l'honneur d'accueillir Mme Brigitte Collet de la mairie qui va nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je suis très émue d'être dans ce type d'amphi parce qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai fait mes études de médecine et j'ai prêté serment d'Hippocrate dans ces amphis. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mes collègues qui sont ici. Donc, vous voyez que la médecine mène à tout. Je vous souhaite la bienvenue à Bordeaux, en mon nom propre. Je suis Madame Collet, donc adjoint au maire en charge de la petite enfance et de la famille à Bordeaux. Et surtout au nom d'Alain Juppé, qui
aime beaucoup le Québec, comme certains d'entre vous savent, et qui aime beaucoup, voilà, qui aurait bien aimé être là aujourd'hui, mais qui ne peut pas se rendre parmi vous. Donc je vous souhaite la bienvenue à Bordeaux, qui est une ville universitaire où la pensée est représentée par un certain nombre de partenaires, à l'université de Bordeaux 2 en est un magnifique. Moi, je veux juste vous dire qu'à Bordeaux, la politique petite enfance est une politique particulièrement repérée. On participe à l'Association des maires de France à une commission nationale pour réfléchir à ces sujets. Réfléchir, mais surtout, c'est ça le rôle des politiques, c'est de trouver des solutions concrètes, finançables, de mobiliser des budgets nationaux, la Caisse nationale d'allocation familiale en particulier, et la Direction générale de l'action sociale qui est un autre partenaire pour nous, les villes. Et effectivement, c'est pas tellement difficile de convaincre qu'il faut investir dans la petite enfance. Tout le monde sait que, mais vous allez bien sûr le développer avec des arguments beaucoup plus élaborés et scientifiques que les miens. On a tous l'intuition que si on investit dans la petite enfance, on va pouvoir avoir des familles qui fonctionneront mieux. Qu'est-ce qui a besoin de place de crèche? Les parents qui travaillent tous les deux, à l'évidence, pour exercer leur profession et leur place dans la société, mais aussi les personnes qui recherchent un emploi, parce que s'ils n'ont pas le temps de faire leur recherche d'emploi, ils ne risquent pas, surtout dans le contexte actuel, de trouver rapidement. Et puis, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier aussi les deux parents qui n'ont pas d'emploi, parce qu'ils sont en difficulté sociale, ou qui n'ont pas de formation, qui ne savent pas comment trouver leur place dans notre société. Donc, d'où notre projet à nous, Ville de Bordeaux, de développer de façon très active les places de crèche. On n'a pas que des crèches collectives, on a aussi des crèches familiales et des assistantes maternelles qui se regroupent pour faire des maisons d'assistantes maternelles, parce que c'est vrai que le mode de garde collectif permet aux enfants de se sociabiliser mieux, ça c'est sûr, et puis aussi permet aux professionnels de la petite enfance, qui sont pas très formés quand même pour les assistantes maternelles, elles ont que 60 heures de formation, c'est très léger, de travailler quand même en équipe et d'avoir une réflexion d'équipe. Donc ça, c'est un nouveau concept qui est arrivé il y a quelques années et qui se développe beaucoup à Bordeaux. On a aussi des partenaires parce que malheureusement les budgets publics ne vont pas en augmentant, et on a des crèches privées qui portent aussi des projets très intéressants en matière de développement durable, en matière d'égalité hommes-femmes et dans la petite enfance de lutter contre les stéréotypes. Je crois que ce type de lieu, de mode de garde, ces crèches, c'est aussi un lieu de prévention sociale, c'est-à-dire que ça permet à des personnes qui sont dans une place très inexistante dans notre société de se rendre le matin à la crèche, que leurs enfants puissent participer à des activités d'éveil. On ne dit pas mode de garde, on dit mode d'accueil maintenant, on dit, parce que effectivement c'est pas que garder des enfants, on dit on garde des vaches mais on ne garde pas des enfants. Donc il y a tout le travail d'éveil culturel, d'éveil psychomoteur qui est vraiment très important. Et il faut aussi considérer les formations petite enfance qui vont avec, parce que plus on développe des places de crèche, et c'est malheureusement ou heureusement le cas à Bordeaux, on a des difficultés après de recrutement des professionnels. On a une tension sur les auxiliaires de puériculture, parce que c'est des personnes qui ont, elles, 1 an ou 2 de formation. C'est quand même un niveau tout à fait supplémentaire par rapport aux assistantes maternelles. Il y a les éducatrices de jeunes enfants, il y a les infirmières puéricultrices, enfin il y a tout un tas de niveaux pour travailler auprès des enfants, et il faut surtout travailler sur ces formations de manière à ne pas baisser le niveau des diplômes, parce qu'on dit bon, c'est des femmes, elles ont eu des enfants, elles vont être capables de s'occuper des enfants dans les crèches. C'est pas ça du tout. Repérer des signaux faibles chez des tout-petits, ou accueillir une famille qui est dans des problématiques particulières, ou faire un éveil culturel et au langage, même chez des tout-petits, ça demande un très bon professionnalisme, et moi j'essaye de porter la question de la qualité et de la formation des personnels qui s'occupent des enfants. Après, la politique petite enfance, c'est pas seulement des crèches, à Bordeaux, c'est aussi développer des lieux d'accueil enfants-parents, des lieux de prévention sociale dans lesquels les parents peuvent se rendre avec leurs enfants, jouer avec, mais surtout rencontrer d'autres parents et regarder les modes éducatifs des autres, et puis éventuellement s'apercevoir qu'on n'est pas forcément les meilleurs parents du monde, personne d'ailleurs. Donc développer ces lieux d'accueil enfants-parents, ces ludothèques, ces bibliothèques avec des compteurs, où les jeunes parents et les parents un peu en difficulté peuvent quand même se rendre et sociabiliser leurs enfants et pouvoir croiser les regards avec des professionnels de différentes natures. Donc ça, par contre, là il y a un problème de financement, parce que ces projets de lieux d'accueil enfants-parents
ne sont pas très bien financés et c'est vraiment un effort, une volonté politique de le faire parce que ça coûte quand même des sommes importantes. Voilà, je ne veux pas prendre le temps de parole des conférenciers qui ont des choses bien plus intéressantes à dire que moi, mais c'était juste pour vous donner le contexte de Bordeaux. 250 000 habitants, 8 000 enfants de 0 à 3 ans à peu près, et il y en a 6 100 qui sont accueillis dans les crèches collectives de toute nature, les crèches familiales. Voilà, donc on est le 2 tiers de la strate des enfants, c'est pas si mal pour une ville d'une importance comme celle de Bordeaux. On se situe plutôt dans les bons élèves. Mais bon, il y a une très grande marge de progression et on ne va pas s'arrêter là, surtout si vous nous motivez encore plus. Merci beaucoup. Alors, Pierre Dos Santos, vice-président recherche de l'université. Merci beaucoup, Sylvana. Mes chers collègues, c'est avec un immense plaisir, naturellement, que j'ai accepté l'invitation que m'a faite Sylvana de venir aujourd'hui participer à l'ouverture de cette conférence sur le thème, donc, de point ouvrir les guillemets, capital humain et petite enfance. Il s'agit en effet d'un thème débouchant sur des interrogations de recherche dont l'Université de Bordeaux veut se saisir. Et cette chère index, naturellement, en est une emblématique démonstration, tant elle adresse un défi fondamental pour l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, celui de l'avenir de notre société et de ses citoyens, et tant elle l'entraîne dans son appropriation d'une responsabilité sociale majeure. Même si les thèmes couverts par ce séminaire la déborderont largement, cette conférence dresse le sujet central, à mon sens, de quiconque s'investit comme nous tous ici dans l'enseignement et la recherche. Quels sont les effets à long terme de l'éducation? Les fondateurs de l'école publique française, républicaine et laïque, savaient ce qu'ils faisaient, en assignant à la nouvelle institution des buts clairement définis. L'éducation devait transformer en profondeur les comportements individuels par la transmission de valeurs morales et citoyennes, permettant aux individus d'être maîtres de leur destin et de bien gouverner leur vie. Elle devait, en promouvant à la fois l'égalité des chances et l'élitisme républicain, assurer une plus grande égalité, dont Sylvana a rappelé l'importance, égalité des chances et élitisme républicain, plus grande égalité entre les hommes, et donner un contenu concret à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont je ne résiste pas à l'envie de vous le rappeler. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Capacité, vertu, talent, tous ces principes reconnus de différence entre les hommes, il revenait à l'école de les former, de les reconnaître et de les légitimer. L'école devait enfin contribuer au développement économique en formant des travailleurs qualifiés. Morale et citoyenneté, élite et égalité, richesse individuelle et collective, tels étaient bien les trois grands objectifs fixés à la nouvelle institution par ses fondateurs. Ainsi, alors même que certains de ces effets, notamment politiques, ont constitué une préoccupation centrale lors de la mise en place des systèmes d'enseignement modernes au XIXe siècle, l'idée d'identifier un impact causal de l'éducation sur d'autres variables est aujourd'hui essentiellement discutée en économie. Et nous n'aurons pas, monsieur. Nous avons Madame Orlando, qui est économiste. Très bien. Dans ce contexte, il n'est certainement pas anodin que le thème de ce séminaire se réfère à la notion de capital humain. Néanmoins, une investigation lucide, iconoclaste, traquant les effets directs et indirects de l'éducation sur de nombreux aspects de la vie des individus et de sociétés, est aujourd'hui nécessaire. De fait, on retrouve maintenant cette approche dans la plupart des autres disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier chez les sociologues, mais aussi dans la psychologie sociale, les sciences politiques et l'histoire. Elle constitue cependant un objet d'étude moins bien défini dans ces disciplines. La définition de l'éducation, la mesure de ses effets et la possibilité même d'une approche en termes de causalité font débat.
Cependant, s'ils ne l'ont pas inventé, les économistes, sociologues, psychologues, politologues ou historiens, qui depuis les années 50 et 60 traitent la question des effets de l'éducation, ont innové sur ce point décisif, celui de l'expérimentation et de la mesure. Celles-ci ne vont pas de soi. Les effets de l'éducation posent à qui cherche à les mesurer de redoutables problèmes qui sont tous loin d'être résolus. Comme je le crois, ce séminaire tendra à le montrer. Il importe de replacer chaque système d'enseignement ou d'éducation au sens large dans son contexte, en tenant compte des développements récents, qu'ils soient théoriques ou empiriques. En effet, un effet attendu est davantage un espoir qu'un effet mesuré. Il peut même être une illusion, car rien ne garantit qu'il se réalisera. Là réside la différence essentielle entre hier et aujourd'hui. Les sociologues, les économistes, les psychologues contemporains évaluent des effets concrets, directs et indirects, produits par les systèmes d'éducation. Ils mettent en relation les intentions et les réalisations. Ils mesurent. Les fondateurs du système n'avaient que des objectifs, des attentes, des espoirs que l'histoire a parfois déçus. À de très rares exceptions près, ils n'ont pas cherché à les contrôler, ni à les mesurer, pensant peut-être qu'il suffisait que l'école existe pour que les effets attendus se réalisent. Il n'empêche, les recherches modernes auront beau explorer de plus en plus finement l'univers infini des effets indirects, elles s'organisent encore autour de trois grands objectifs assignés à l'école par ses fondateurs: citoyenneté, égalité, richesse. Sur la mesure de ces objectifs, certains raisonnent maintenant dans les termes positivistes d'une relation de causalité, et selon cette relation, l'éducation est une cause qui produit des effets. Je vous souhaite donc une excellente conférence dont je ne doute pas que tous les intervenants la rendront passionnante. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction absolument parfaite pour le sujet, puisque nous allons aborder ici les problèmes méthodologiques soulevés par les évaluations des programmes de la Résidence.